Bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas parler de Nantes. Je n'ai pas suivi la Convention citoyenne. Je connais très mal la métropole de Nantes. Il y a dans la salle des gens qui connaissent très bien l'histoire des politiques urbaines à Nantes, n'est-ce pas, cher Laurent Devim? Donc je ne voudrais pas dire une bêtise devant un aréopage de connaisseurs. On m'a demandé plutôt d'essayer de réfléchir de façon assez générale sur ce que la pandémie nous a montré de la fragilité de notre système urbain mondialisé, puisqu'il faut rappeler que ce que vous vivez à Nantes, ce n'est finalement que la concrétisation locale d'un processus planétaire, puisque l'ensemble de la planète est concerné par une urbanisation extrêmement puissante qui s'est accentuée à partir de 1950, qui a commencé un peu auparavant et qui fait qu'à l'horizon 2050, les 2 tiers des humains, c'est-à-dire les 2 tiers des au moins 10 milliards que nous serons en 2050, résideront d'une façon ou d'une autre dans une ville. C'est-à-dire qu'il y aura au moins 7 milliards d'urbains en 2050, et il faut toujours le rappeler parce que c'est à cette échelle-là qu'il faut envisager les problèmes que nous avons à traiter, même si évidemment les problématiques locales sont fondamentales, elles doivent toujours être reliées à des problématiques plus globales. Et d'ailleurs, la pandémie nous l'a montré, parce que qu'avons-nous appris de la pandémie, dans une certaine mesure? C'est une vraie question, en étant bien entendu que nous ne sommes pas sortis de la pandémie, donc nous pouvons continuer à apprendre, même si nous avons tendance à vouloir oublier, à croire que tout serait déjà fini. Qu'avons-nous appris de la pandémie, si ce n'est notre indépendance globale ? Si ce n'est le fait que désormais nous vivions bien dans un même monde urbanisé qui a connu de façon synchrone, de façon tout à fait spectaculaire, des épisodes de confinement que l'on n'avait jamais connus auparavant dans l'histoire. Le monde est désormais totalement interdépendant. Plus aucun événement qui se passe ici peut être considéré comme sans effet possible ailleurs. Ce tout petit virus de rien a suffi à gripper le système monde, à l'arrêter finalement, c'est-à-dire à faire quelque chose que personne ne pensait possible. Puisque rien de ce qui a été vécu pendant la pandémie n'était considéré comme possible. En particulier l'arrêt des aéroports, des centres commerciaux, la fermeture des gares, la fermeture des écoles, la fermeture des usines, la diminution du commerce de conteneurs, l'arrêt des circulations automobiles. Rien ne paraissait envisageable. Tout l'a été réalisé et continue d'être perturbé. Donc c'est vraiment un moment très intéressant dans notre histoire que nous devrions prendre comme un moment d'épreuve révélatrice et un moment dont nous devrions apprendre fortement. Qu'est-ce que nous a montré ce moment? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer très vite. Eh bien, il nous a montré sans doute que nous vivions sur un imaginaire urbain qu'il faudrait dépasser. Alors, je vais être extrêmement schématique, je vous prie de m'en excuser, mais je n'ai qu'une petite vingtaine de minutes pour vous expliquer ce qui mériterait une petite vingtaine de jours pour essayer véritablement d'aller au bout de la démonstration. Nous vivons depuis quelques décennies, en particulier depuis qu'a triomphé, vous savez, le fameux TINA de Margaret Thatcher, « There is no alternative », ce que répondait Margaret Thatcher quand on commençait à critiquer sa politique économique et sociale. C'était d'ailleurs François Mitterrand à l'époque qui le faisait, et elle répondait « Il n'y a pas d'alternative ». Donc depuis que nous avons consenti à ce qu'il n'y ait aucune alternative possible au système capitaliste financiarisé que nous connaissons aujourd'hui, nous avons vu se développer ce que j'appellerais une imagination dominante, une idéologie dominante, un imaginaire dominant de la World City, ou si vous préférez en bon français, de la métropole. C'est-à-dire que nous avons vécu depuis 40 ans sur véritablement la certitude qu'il fallait absolument développer des métropoles, conçues, ces métropoles, comme ce que j'appellerais des édifices de puissance, c'est-à-dire des entités urbaines rassemblant toujours plus de ressources, de moyens, de compétences, de qualités, de finances, de classes créatives, de possibilités d'innovation, ces métropoles étant censées tirer l'ensemble des territoires vers le haut, assurer le développement de tous les territoires, de même qu'à l'échelle individuelle. D'ailleurs, la métropolisation était censée, par le fameux trickle-down, le fameux ruissellement, faire en sorte que l'enrichissement des uns par ruissellement retombe sur les autres et que tout le monde finisse par sortir enrichi de la métropolisation. Le trickle-down est un des mythes les plus solidement enracinés dans l'économie classique et tout le monde sait
qu'il n'a jamais été constaté véritablement, en tout cas à l'échelle d'une société complète. Eh bien, nous avons vécu sur ce mythe qui nous a conduit à organiser des politiques urbaines, d'urbanisme, d'architecture. Je ne parle pas seulement d'ici à Nantes, c'est vraiment un mouvement qui est mondial et qui se constate dans tout pays, quel que soit le système politique de ce pays. Ça se constate dans les pays démocratiques comme dans les pays non démocratiques, ça se constate dans les pays développés comme dans les pays en développement, ça se constate aussi bien en Mozambique qu'en Chine. C'est véritablement quelque chose de tout à fait constant, même si les mots peuvent être différents. Le mot métropole n'est pratiquement utilisé qu'en français. Ensuite, ailleurs, on utilise d'autres mots, mais peu importe. Eh bien, on a construit ces politiques métropolitaines appuyées sur l'idée qu'il fallait à toute force renforcer l'attractivité de la métropole dans un champ urbain posé comme un champ de compétition sans merci, un champ hyper compétitif. Donc l'objectif était d'être gagnant d'une compétition entre métropoles et que pour être gagnant d'une compétition entre métropoles, eh bien, il fallait développer un certain type d'infrastructure, développer un certain type de politique d'accueil, développer un certain type d'investissement, développer un certain type de paysage urbain, développer un certain type d'équipement que l'on a retrouvé petit à petit un peu partout dans toutes les métropoles mondiales, avec derrière tout cela ce que j'appellerais donc une imagination de la puissance métropolitaine. Lorsque vous regardez les discours de communication qui sont faits autour des métropoles, ce sont des discours de puissance. Ce sont toujours des discours d'affirmation de la puissance et de la réussite par la puissance. Certaines de mes collègues, marquées par ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoféminisme, disent d'ailleurs, pensée tout à fait intéressante, d'ailleurs pensée au pluriel parce qu'il y en a plusieurs, disent finalement que l'idéologie métropolitaine est un des derniers avatars du masculinisme occidental, voire du patriarcat, c'est-à-dire quelque chose qui est fondé en fait sur une apologie de puissance qui est finalement tout à fait cohérente dans l'histoire des pensées occidentales et de la valorisation des systèmes économiques. Or, il a fallu un tout petit virus de rien pour que tout cet édifice de puissance s'arrête. Et ça, c'est quand même complètement stupéfiant. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fini de digérer cela. Ça reste quelque chose d'extrêmement spectaculaire et d'extrêmement difficile à comprendre. Regardez avec quelle vitesse un certain nombre d'opérateurs métropolitains, alors pas ici, autrement on n'aurait pas organisé cette convention citoyenne, mais regardez avec quelle vitesse un certain nombre d'opérateurs métropolitains veulent faire comme s'il ne s'était rien passé. Comme si rien n'avait eu lieu. Comme si tout ça n'était, non pas une sortie de route, juste un tout petit tour de roue sur le bas-côté, mais que la trace est toujours suivie. Eh bien, je crois qu'il faut prendre le parti de faire exactement l'inverse et d'aller plus loin dans l'approfondissement de ce que nous a montré cette pandémie en matière d'extraordinaire vulnérabilité des métropoles que l'on croyait puissantes. Parce que moi, c'est ce qui me frappe. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Chronique de géovirale » où j'ai essayé de montrer justement cette vulnérabilité des systèmes urbains mondiaux face à la pandémie. Parce que là où on mettait de la puissance, eh bien, on a vu en fait apparaître de la fragilité. Songeons quand même à tout ce que l'on a observé, à tout ce que l'on a pu constater. D'abord, on a pu constater par le dérèglement des systèmes productifs liés au confinement à quel point ces systèmes productifs sur lesquels nous nous appuyons de façon confiante pour assurer nos approvisionnements, mais à quel point ces systèmes productifs sont complètement insoutenables. Le dégroupage des logiques de production. Par dégroupage, on veut dire que maintenant, plus aucun objet n'est produit à un endroit. Tous les objets que nous utilisons sont des objets assemblés. Même pour une simple brosse à dents d'une marque connue que vous achetez dans votre supermarché, un de mes collègues a compté qu'il y avait 35 pièces différentes qui étaient assemblées et qui venaient du monde entier simplement pour une brosse à dents. Alors vous imaginez pour un ordinateur. Plus rien n'est véritablement produit localement. Tout est assemblé, tout est dépendant de systèmes logistiques qui sont d'une sophistication extraordinaire. Les véritables empereurs du monde contemporain sont les logisticiens. Eh bien, nous avons vu à quel point, par la fragilisation de ce fonctionnement pendant la pandémie, ce système était insoutenable, puisque tout simplement, il nous a privés, parfois, de ressources tout à fait élémentaires pour faire face à des besoins, eux aussi tout à fait élémentaires, les besoins de masques, les besoins d'un certain nombre de produits de nécessité.
Et nous voyons aujourd'hui, alors que l'on nous explique qu'on pourrait considérer que la pandémie est derrière nous, merci, empressons-nous d'oublier, ben nous voyons aujourd'hui qu'il y a encore une extraordinaire pression sur les systèmes logistiques, des moments où tout cela pince, avec en plus des phénomènes de spéculation compétitifs qui n'ont rien à voir avec la production, qui ont tout à voir avec la spéculation, puisque ce système est aussi extrêmement spéculatif. L'économie mondiale est quand même assez largement une économie de casino, où la question de la spéculation l'emporte parfois sur la question de la production. Nous voyons bien à quel point ce système logistique a du mal à revenir à la normale et à quel point il faudrait réenvisager complètement nos systèmes productifs. C'est un énorme chantier. Si nous voulons créer la ville du quart d'heure, comme on en a parlé tout à l'heure, une ville du quart d'heure, c'est une ville où il y a des services et des systèmes productifs partout. On ne peut pas faire autrement. Donc ça veut dire que l'enjeu de la nouvelle géographie des systèmes productifs à l'échelle des systèmes urbains régionaux, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On n'a ni les financements, ni les compétences, ni les technologies qui nous permettent de faire. Donc c'est un enjeu absolument considérable. Donc nous avons mesuré finalement que ce système dopé aux anabolisants de la croissance, pour que le système marche, il faut que la croissance soit illimitée. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les économistes et tous les responsables politiques nationaux. Au G7, que disent-ils? Il faut de la croissance. S'il n'y a pas de croissance, rien n'est possible. Ah oui? Est-ce si sûr? Finalement, le post-pandémique, ça ne serait pas de se poser la question. Sommes-nous véritablement, devons-nous être dépendants de cette idée de la croissance permanente? Pour qui? Pourquoi? Donc, je crois qu'il y a là quelque chose que nous devrions questionner. Deuxième chose dont nous avons pris conscience, et ça a été très clair dans ce que j'ai entendu là tout à l'heure, dans les enquêtes qui ont été faites, mais nous avons pris conscience de la force des inégalités sociales, raciales, de genre dans les villes sous confinement. Vous savez, premier de corvée, premier de cordée. Voilà. Ceux qui pouvaient aller se mettre au vert, ceux qui restaient pour assurer les services qui permettaient à tous les autres d'avoir du monde à l'hôpital, d'avoir des produits dans les supermarchés, d'avoir le minimum qui permettait à la société de fonctionner. Ça, c'est les premiers de corvée. Mais ce sont ceux qui font partie en général des groupes sociaux les plus fragiles et des groupes sociaux au sein desquels la fameuse intersectionnalité est la plus visible. Les inégalités sociales recoupent les inégalités raciales qui recoupent les inégalités de genre. Et ça se redouble. Nous avons pris conscience de ces inégalités d'une façon très forte. Et c'est très cruel, puisque la promesse de la métropolisation, c'était la promesse de la diminution des inégalités sociales. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes dans le monde entier. La métropolisation profite depuis maintenant 30 ans à une très petite minorité des acteurs économiques et sociaux. On a même créé un nouveau concept qu'on appelle les super riches pour définir ces personnes qui, elles, effectivement, sont sans embarras par rapport à tout ce qui peut concerner leurs conditions de vie, puisqu'ils ont toujours les moyens de faire face. Mais le fait est que même si une petite partie de la classe moyenne a vu sa situation relativement stabilisée, même s'il y a moins de taux de pauvreté absolue à l'échelle mondiale, mais moins de taux de pauvreté absolue, c'est moins de $2 par jour. Okay, donc ça veut dire que quand vous êtes entre 2 et 8 $, vous n'êtes plus pauvre. Mais ça veut dire que vous êtes toujours soumis à la première fermeture venue de votre petit commerce de rue qui vous permet de gagner 8 $. Et là, la pandémie a impacté immédiatement ce type d'activité-là dans tous les pays où il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte. Parce qu'il y a des pays où il y a eu du quoi qu'il en coûte d'ailleurs, qui a remis complètement en question le dogme économique que jamais il ne pouvait y avoir que du quoi qu'il en coûte. Mais comme l'économie est une science qui permet de faire à peu près le contraire de ce que l'on a annoncé faire, c'est commode. Il y a des économistes dans la salle, j'espère, je me suis fait des amis. Bonsoir. Il y a véritablement des gens qui sont à peine sortis de la pauvreté, mais qui peuvent très rapidement y retourner. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nourrit, un point que je n'ai pas le temps d'aborder ici, qui est l'angoisse du déclassement social, qui est extrêmement fort dans les sociétés urbaines métropolisées contemporaines. Et cette angoisse du déclassement social, il faudra bien un jour ou l'autre l'aborder. Et peut-être pas l'aborder simplement en sortant l'idée qu'il faudrait que tout le monde devienne riche. C'est la traditionnelle réponse de beaucoup de politiques sociales libérales.
Vous avez l'angoisse de la pauvreté, devenez riche. Vous n'avez pas d'emploi, traversez la rue. Ah, peut-être qu'il faudrait commencer à réfléchir à autre chose, c'est-à-dire comment finalement peut-on aussi redonner du sens à ce qu'un certain nombre de mes collègues appellent les carrières populaires urbaines, c'est-à-dire le fait que ça n'est pas déchoir que d'être d'un milieu populaire et que de rester, par exemple, dans le logement social longtemps. Ça n'est pas déchoir. Oh, 6 minutes, mon Dieu, il me faut encore 6 heures pour la fin de ma première page et j'en ai 7. Nous avons également constaté l'inconfort urbain de nos métropoles. Finalement, le confinement nous a fait réaliser que nos métropoles étaient inconfortables. J'ai l'habitude de dire de façon un peu plaisante qu'on a réalisé en étant confiné chez soi qu'un logement urbain n'est confortable que si on n'y réside pas. C'est-à-dire un logement urbain est confortable quand on en sort. Pour aller boire un coup, pour aller boire une bière, pour aller au cinéma, pour profiter de loisirs. Mais alors si on doit rester, en plus si on a une famille, alors là c'est l'enfer. Donc beaucoup de logements urbains se sont avérés ce qu'ils sont, c'est-à-dire plus inconfortables en 2020 qu'ils l'étaient en 1970. Écoutez, on a perdu 12 mètres carrés sur un F4 en France entre 2008 et 2020. En promotion immobilière neuve, 12 mètres carrés. On a perdu 10 cm de hauteur sous plafond. On a perdu tous les logements traversants. On a perdu la plupart des pièces de rangement. Mais heureusement, pendant ce temps-là, les logements sont devenus moins chers. Ah non, je plaisante. Pendant ce temps-là, les logements ont gagné pratiquement 100% en prix, les logements neufs. Donc, non seulement on a créé la ville inconfortable, mais en plus, on a créé la ville chère. Et là, partout au monde, j'en parlais avec Johanna Roland tout à l'heure, partout au monde, l'inflation des prix fonciers et immobiliers affole les sociétés urbaines. Partout au monde. C'est un mouvement général. Il n'y a pas de contre-exemple. Partout où les logements n'étaient pas chers, depuis 15 ans, ils sont devenus chers. Partout, ça crée des injustices criantes. Partout, ça crée du stress. Partout, ça crée de la tension. En plus, les logements deviennent plus petits, ils sont peu confortables. Et comment voudriez-vous vous étonner qu'après les gens souhaitent aller ailleurs ? Commençons par traiter la question du confort urbain. On s'est retrouvé finalement complètement confronté à des métropoles dans lesquelles il y a une certaine médiocrité du logement et pas forcément beaucoup d'aménités urbaines, il n'y a plus beaucoup de services. Il y a des espaces entiers qui se sont vidés de leurs services. Le succès de la théorie de Carlos Moreno sur la ville du quart d'heure, même à Paris, ça vient de quoi ? Ça vient tout simplement qu'on a perdu de la qualité de service au pied d'immeubles. Et puis, on a des espaces qui sont assez médiocres dans l'ensemble, à l'échelle mondiale, avec d'ailleurs un contraste assez fort entre des espaces qui sont surdesignés, qui sont surinvestis par la puissance publique, des espaces un peu emblèmes, vous voyez, des espaces un peu vitrines, et puis d'autres espaces qui sont laissés complètement de côté, où on peut avoir l'impression que rien ne se passera jamais. Alors, on a perdu aussi beaucoup de qualité de vie, et puis je rajouterai que pendant la pandémie, pour finir et pour essayer de conclure avant la discussion, on s'est aussi aperçu, pardon de le dire parce que ce n'est pas complètement consensuel, encore qu'ici je ne vais pas me faire jeter des tomates, que quand même l'automobile continue d'avoir une place insensée dans les fonctionnements urbains. Tout simplement, on s'est aperçu par défaut de ça, quand les automobiles ne circulent plus, mais on redécouvre un monde urbain complètement différent. On redécouvre un monde urbain où il y a de la place, il y a de l'espace pour faire les choses en commun. Vous voyez, on redécouvre en fait que même les espaces denses sont vides. Regardez ces photos de Paris sans automobile, sans circulation. Même les espaces denses, il y a de la place. Ah, ça, c'est absolument terrible de se rendre compte à quel point nous avons, depuis 70 ans, complètement sacrifié l'urbanité à l'automobilité. Je pèse mes mots, on a sacrifié l'urbanité à l'automobilité. À l'échelle mondiale, il y a encore une fois des contre-exemples. Si vous allez dans certaines villes scandinaves, évidemment, ça ne sera pas comme ça. Ici, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les transports publics, bien sûr, mais là, je parle de tendance générale. Faut-il que ça continue comme ça ? J'ai l'impression qu'on est parti pour que ça reprenne.
Et on ne devrait pas. Et puis, dernier point, je vois Anne qui s'inquiète, mais c'est promis, je termine presque. On s'est aussi aperçu, par défaut, du caractère insoutenable aussi environnementalement de nos fonctionnements. L'année 2020 est la seule année depuis les relevés d'émissions de gaz à effet de serre, depuis le début des relevés de gaz à émissions à effet de serre, l'année 2020 est la seule année où les gaz à effet de serre ont stagné. Okay, ça veut dire que même en arrêtant tout, on n'arrive pas vraiment à diminuer l'émission de gaz à effet de serre. On stagne. Eh bien, par défaut, on s'est rendu compte que notre vie mondialisée est totalement insoutenable. Non seulement nous ne faisons pas encore aujourd'hui face aux vagues de chaleur urbaines, j'espère que tout le monde a compris que ce n'était pas du tout un scénario de science-fiction que de penser que nous allons être régulièrement confrontés à des vagues de chaleur auxquelles nous ne sommes pas préparés. Non seulement nous ne sommes pas prêts à faire face à ce qui arrive maintenant, mais nous continuons d'entretenir le système qui va rendre ceci beaucoup plus préoccupant dans 40 ans. Et on s'étonne que des jeunes s'enchaînent au filet de Roland-Garros pour protester contre ça, mais c'est le moins qu'on puisse faire. Et ça, je n'ai rien contre le tennis, hein. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que la pandémie nous a montré. Alors, que faudrait-il faire, chers amis? Mais je ne le sais pas, les universitaires ne sont pas là pour dire ce qu'il faudrait faire. Ils sont là pour éventuellement aider à la réflexion collective sur les problèmes que nous avons affrontés en commun. Néanmoins, je me permettrai une suggestion. Sommes-nous capables de remettre en question cette imagination, cet imaginaire de la métropole puissante? Sommes-nous capables de construire des politiques qui acceptent enfin notre commune vulnérabilité? Une vulnérabilité qui est celle de tous les individus, mais qui est celle aussi de tout le système dans sa globalité. La pandémie nous l'a montré. Nous sommes fragiles, nous, parce que nous sommes mortels, nos sociétés, parce qu'elles sont faites de telle manière qu'elles ne seront jamais invulnérables. Sommes-nous capables de renoncer à cette logique de la compétition, de l'affirmation de puissance, mais aussi au passage à cette idée que l'individu doit être souverain, autonome, doit être entrepreneur de lui-même, hein, que l'individu doit aussi toujours être dans une performance pour toujours être plus efficace dans un domaine d'activité particulier. Et pouvons-nous, le mot a été employé, arriver petit à petit à définir ce que serait une métropole du soin, où la question du soin ne soit pas renvoyée à une activité, mais à une pensée générale du fonctionnement de la société. Finalement, une société du soin, une ville du soin, une métropole du soin, c'est quoi? C'est tout simplement une ville où on reconnaît l'interdépendance de tous, de toutes et de tous les espaces entre eux. Une ville où on accepte d'être interdépendant. Non plus autonome et souverain et puissant, mais fragile et interdépendant. Ce que je suis dépend de ce que les autres entretiennent comme relation avec moi. Je ne me fais pas tout seul. D'ailleurs, quand je me fais tout seul, je me rate. Je me construis avec les autres dans le cadre d'une relation généralisée. La métropole du soin, c'est là où on est capable d'avoir de la considération pour tous, pour toutes et pour toutes choses, y compris de la considération pour les non-humains, les animaux, les végétaux, y compris de la considération pour les plus faibles. Je parlais tout à l'heure des premiers de corvée, y compris de la considération pour ceux qui ne sont même pas les premiers de corvée, qui sont en dehors de tout, ceux qui vivent dans la rue, les mineurs isolés, ceux qui sont sur les trottoirs, ceux qui sont en situation de fragilité extrême et qu'on connaît parce qu'on les croise. Est-ce qu'on est capable d'avoir de la considération pour eux? Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'attention généralisée à toutes ces questions? Et est-ce qu'on est capable d'entretenir notre monde de vie en commun? Finalement, la politique de la métropole de demain, c'est une proposition de discussion que je ferai à Madame la maire, ne serait-ce pas non plus la politique de la puissance, mais la politique de l'entretien de la vie soigneuse en commun. Et entretenir, vous savez, c'est une activité créatrice. Le soin, ça n'est pas se rabattre sur le local, sur le confort de son petit chez-soi. D'ailleurs, une pièce en plus pour soi, disait-on comme mot d'ordre, mais pourquoi pas une pièce pour les autres? Un logement pour soi, mais pourquoi pas un logement avec d'autres? L'entretien, c'est la créativité d'une autre relation aux autres. L'entretien, c'est peut-être même
la plus grande créativité sociale qui soit, c'est-à-dire ce qui nous permet, dans une société, d'inventer des manières de vivre différentes. Mesdames, Messieurs, si nous voulons affronter le changement global, nous n'en sortirons pas simplement avec des technologies, avec de la croissance et avec des capitaux. Il faudra inventer de nouvelles manières de cohabiter, et c'est cela peut-être qu'une politique métropolitaine nouvelle pourrait envisager. Merci, pardon d'avoir été trop long.